L'idée donc est de parler ce soir de Charlotte Perriand et d'avoir cette réflexion sur quelqu'un qui est à la fois dans l'architecture. Vous voyez, elle dit, car enfin le métier d'architecture, elle dit pas le métier d'architecte, c'est travailler pour l'homme. Donc quelqu'un qui est profondément humaniste et qui va partager sa vie justement entre ce désir de liberté, ce désir d'être une femme libre dans l'entre-deux-guerres au XXe siècle en France, qui n'est pas une chose évidente, vous allez le voir, et également de produire du design, de l'art et de l'architecture. Cette conférence est assez courte, hein, donc si vous souhaitez avoir, le travail de Charlotte Perriand vous intéresse, vous avez 3 livres, dont un qui est au centre de doc ici, qui s'appelle L'art d'habiter, qui a été écrit par Charles Barsac. Charles Barsac est le gendre de Charlotte. Et donc, avec sa fille, ils ont suivi toute la carrière de Charlotte. Ils ont ensuite rédigé les œuvres complètes et il y a le catalogue de l'exposition dont je me suis inspiré, qui était l'exposition à la Fondation Louis Vuitton à Paris, construite par Franck Gehry. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller voir du côté de cet ouvrage qui est au centre de doc, où vous avez un art d'habiter. On va faire, donc voilà, l'affiche de l'exposition, la présentation de l'exposition. Vous voyez qu'avec Charlotte Perriand, la Fondation Vuitton avait associé de nombreux artistes, Braque, Calder, Delaunay, Antaille, Hartung, Lawrence, Le Corbusier, Léger, Leipzig, Miro, Noguchi, Picasso, Soulages et Teshigara et Domoto. Ce qui montre un petit peu la filiation de Charlotte Perriand. Vous avez un côté qui est, qui est vraiment ancré sur les grands maîtres du XXe siècle, Braque, Calder, Picasso, Delaunay, Miro avec le surréalisme. Et puis, d'un autre côté, vous avez cette nouvelle génération qui est issue du surréalisme avec Simon Antaille, Hans Hartung, et l'abstraction avec également Pierre Soulages. Et puis, vous avez un autre pendant dans la carrière de l'artiste qui est le pendant du Japon, qu'on verra ensuite. Vous voyez, il y a des artistes que l'on connaît moins en métropole, qui sont Domoto, Teshigahara, dont on parlera un peu plus tard. Le principe, je dis pour les étudiants de l'école d'art, vous voyez, c'était de présenter un centre de documentation dans l'exposition qui permettait, vous voyez, d'aller au-delà. Donc, chaque fois, c'est-à-dire d'avoir les modes d'inspiration. Hein. C'est ce qu'on vous demande de faire sur vos tables de référence. Et c'est très important, vous voyez, d'avoir au moins un livre de chaque artiste qui vous a inspiré dans votre travail. Et c'est ce qui était fait par la Fondation Louis Vuitton. On va regarder la biographie pour regarder les points essentiels dans cette biographie. Hein. Alors, d'abord, elle est étudiante comme vous à l'Union centrale des arts décoratifs. Elle a une très longue vie, vous voyez, parce qu'elle est née en 1903. Vous pouvez vous installer. Et elle naît en 1903 et elle meurt en 1999. Donc, c'est quelqu'un qui balaye complètement le siècle.
Elle est donc étudiante à l'Union centrale des arts décoratifs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'Académie des beaux-arts, hein. Elle est dans cette école des arts décoratifs. Et cette école des arts décoratifs est, à cette époque-là, beaucoup plus ouverte aux pratiques innovantes, beaucoup plus ouverte aux femmes, et avec des professeurs qui ne sont pas des professeurs académiques, mais qui sont ouverts sur d'autres techniques. Donc, elle va apprendre ce que vous avez la chance d'apprendre ici, c'est-à-dire qu'elle va apprendre à faire de la photographie, alors que la photographie, on ne l'apprenait pas à l'école des beaux-arts de Paris. Elle va apprendre à faire de la lithographie, hein, ce que vous pouvez faire ici, et qu'on ne faisait pas à l'école des beaux-arts de Paris. L'atelier de lithographie n'a vraiment fonctionné qu'à partir de 1968. Hein. Et ouais, il y a encore de la place pour rentrer. Et elle va se retrouver donc avec des jeunes artistes femmes, dont une qui va devenir célèbre, qui s'appelle Dora Maar, qui va être très importante dans la vie de Picasso au moment de Guernica. Elle est proche également de Sonia Delaunay, qui arrive de Russie et qui... vous pouvez vous installer. Hein, qui arrive de Russie à cette époque-là et qui fait un travail de déstructuration de l'art abstrait tout à fait intéressant. Après, donc, en sortant de l'école des arts décoratifs, eh bien, elle est comme souvent les étudiants. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Tu as des places là-bas au fond. Qu'est-ce que je fais, comment je fais et surtout comment je vais vendre mon travail. Et donc, elle va prendre l'autorité de s'installer dans un atelier tout de suite et de réaliser les pièces un à un dans son atelier. C'est-à-dire qu'elle va abandonner ce caractère souvent que l'on reproche aux étudiants, c'est de faire du petit volume, de la maquette, de la petite pièce. Elle va tout de suite concevoir des pièces qui sont utilisables tout de suite. Puis, elle va rencontrer Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Pierre, ça se passe mal au début, puis après ça va se passer bien, je vous expliquer pourquoi. Et puis donc elle va avoir cette séparation avec Le Corbusier, qui, vous allez le voir, est un machiste fini, qui ne supporte pas qu'une femme puisse avoir plus de pouvoir que lui dans son atelier. Et elle va se retrouver donc dans un milieu assez militant, qui est un milieu très proche du Parti communiste. Et là, elle va s'intéresser, donc on est au début du Front populaire, sur le caractère donc de l'urbanisme de Paris, avec toute la misère qu'il y a à Paris à cette époque-là. Et elle va travailler donc sur cet urbanisme parisien. Elle va être auprès de Fernand Léger. Fernand Léger, donc, qui à cette époque-là est membre du Parti communiste et va l'encourager donc à s'investir dans le social. Puis, elle va partir au Japon. On regardera un petit peu les conditions. Et là, ça va changer complètement sa vie. C'est un peu le voyage Erasmus qu'on vous oblige à faire ici. Hein. Voilà, ça va être son voyage Erasmus, ça va être le Japon. Et c'est évident que quand vous rentrez dans un voyage comme ça, eh bien, vous ne voyez plus la réalité de la même façon. Et donc, à partir de là, elle va acquérir une autonomie et on va voir les différentes possibilités qu'elle va faire. Alors, tout d'abord, vous voyez, c'est son premier mari. Elle en a eu 3 ou 4, 3, je pense. Ouais. C'est un bon chiffre. Hein, ce premier mari, elle va le convaincre donc qu'il faut réaliser les pièces dans son atelier et elle va montrer que ce que souvent les artistes redoutent à faire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport avec l'industrie.
vous avez ici à La Réunion la chance d'avoir des industriels innovants qui attendent souvent de la part des artistes des idées, mais les artistes n'osent pas aller vers les industriels et les industriels n'osent pas interroger les artistes. Eh bien, Charlotte Perriand est vraiment l'exemple de vraiment la démarche qu'il faut avoir, c'est-à-dire aller vers cette innovation. Et elle va réaliser ses pièces. Et pour bien montrer qu'elle est du côté de l'industrie, au lieu de se faire d'avoir un collier comme tout le monde, elle va prendre des roulements à billes. Elle va utiliser des roulements à billes. Avec ces roulements à billes, elle va réaliser ce collier qui est, ma foi, assez beau. Et donc, avec cela, elle va prendre son carton à dessin sur d'elle. Elle a sa robe, vous voyez, Sonia Delaunay, qui est une robe cubiste. Et elle va aller rencontrer Le Corbusier. Elle arrive avec son carton à dessin. Et Le Corbusier refuse d'ouvrir le carton à dessin. Et voyant que c'est une femme, il lui répond, Madame, vous êtes trompée de porte, ici on ne fait pas de la broderie. Donc, c'est la première gifle de sa vie. Elle s'en souviendra toute sa vie, parce que quand vous prenez cette gifle-là, vous vous souvenez. Et donc, elle a compris qu'il fallait qu'elle amène Le Corbusier dans son atelier et qu'elle lui montre les pièces. Donc, elle va passer par un intermédiaire d'autres personnes, plutôt que d'elle-même aller voir Le Corbusier. Elle voit que ça ne fonctionne pas. Elle va aller voir des personnes qui connaissent Le Corbusier pour lui dire, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui mériterait qu'on voit son atelier. Ça, c'est une bonne leçon pour vous, hein, c'est-à-dire que chaque fois que l'obstacle se refuse à vous, il faut le contourner. Mais il ne faut pas abandonner. Hein. Et là, elle n'abandonne pas, elle dit, on va aller, voilà. Et donc, elle amène Le Corbusier dans son atelier 2 ans plus tard. Elle a réalisé toutes ses pièces. Vous voyez, au départ, elle les avait dessinées. Hein, et ensuite, elle les a réalisées. Alors évidemment, ça demande de l'investissement. Hein, c'est un petit peu ce qui est nécessaire aujourd'hui quand on est artiste, c'est-à-dire que quand on sort de l'école, il y a un moment où il faut se faire prêter de l'argent, il faut investir, mais il faut réaliser. Tant que vous n'avez pas réalisé, vous n'existez pas. Et donc, elle va réaliser, et elle va réaliser notamment ce fameux fauteuil qui va être complètement révolutionnaire. Alors, pourquoi il est révolutionnaire? D'abord parce qu'il est pivotant. Aujourd'hui, vous avez, ça paraît tout à fait classique d'avoir un fauteuil qui tourne sur lui-même, mais à l'époque, c'était interdit. Si vous voulez, les fauteuils étaient stables comme vos chaises ici, et on ne pouvait pas travailler sur une table. Donc, elle invente ça, et ça, elle l'invente avec des ingénieurs, parce qu'elle, elle ne sait pas faire. Elle a l'idée, et elle va voir la personne qui sait faire. Voilà, c'est ça qui est important. Et vous voyez, ensuite, elle constate 2 problématiques que l'on a quand on s'assoit. D'abord, le confort de l'assise, donc l'épaisseur du coussin, et le fait qu'il faut éviter qu'il y ait des déperditions dans la fabrication. Donc, elle fabrique quelque chose qui est rond. Et ensuite, le confort que l'on a au niveau du dos. Et elle se dit, le dos, ça suffit, ce n'est pas la peine d'avoir un dossier. Parce que quand on travaille, on s'appuie sur le dos, on ne s'appuie pas sur les épaules. Quand on s'appuie sur les épaules, c'est qu'on ne fout rien. Hein. Mais quand on travaille, c'est évidemment le bas du dos. Donc, elle optimise tout cela, et elle va utiliser un matériau que personne n'utilisait à l'époque, sauf l'aviation. Elle va aller dans des usines d'aviation. Elle va utiliser ces tubulures qu'on utilisait pour... ça ne se fait plus aujourd'hui, mais autrefois, quand on montait dans les avions, vous saviez, vous aviez des escaliers pour monter, qui étaient faits sur roulettes, et vous aviez une rampe. Et ces rampes étaient des tubes en acier. On en utilise encore à Madagascar. Pour descendre, pour monter l'avion. Elle dit, c'est ça que je veux. Et donc, elle arrive à convaincre des ingénieurs d'utiliser ce matériau, puisque avant, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait du bois pour les chaises. Et elle dit, ces chaises, il faut qu'elles soient non pas fabriquées par des artisans, mais il faut qu'elles soient fabriquées en usine. C'est-à-dire qu'elle met en place la notion de multiple qui va être très importante.
Elle installe tout cela. Là, l'exposition avait reconstitué, vous voyez, c'est tout petit, hein, son installation, mais ça fonctionne. Une table, on va revenir sur cette table, et puis ces fauteuils et ce tabouret. Et elle amène Le Corbusier. Et là, Le Corbusier est complètement séduit parce qu'il voit quelque chose dont il rêvait, mais qu'il était incapable de faire. C'est-à-dire qu'il voit la réalisation de son idée qui est la maison est une machine à habiter. Et là, il voit que Charlotte Perriand a touché cette architecture d'intérieur sur lequel Le Corbusier n'avait rien fait à l'époque. Hein, il faut bien voir. Hein. Le Corbusier n'avait rien produit sur l'architecture intérieure. Elle lui apporte la solution. Et vous voyez ce que Le Corbusier fait. Il prend une assiette, il lui passe l'assiette derrière la tête, et il demande de faire une photo, et il dit « Sainte Charlotte », comme si elle avait une nimbe d'une sainte. Donc, vous voyez, entre la première attitude, on ne fait pas la broderie, et la deuxième attitude où elle devient Sainte Charlotte, vous voyez qu'elle a eu raison de s'entêter. C'est vraiment une bonne leçon pour vous. Il faut absolument vous entêter quand vous avez une idée derrière la tête. Elle triomphe donc, elle pense qu'elle triomphe. Mais avec Le Corbusier, c'est une partie d'échec. Voilà. Donc elle a avancé des pions, il est convaincu. Donc il lui dit, eh bien, vous allez tout dessiner, toutes les pièces des maisons que je vais construire. Donc il lui passe un contrat. Et là, le contrat, il est véritablement complètement léonien. Mais elle accepte parce que elle se dit je suis chez le plus grand architecte du monde, je vais pouvoir faire mes produits. Mais il y a bien marqué sur le contrat que tout ce qui sort de l'atelier est signé Le Corbusier. Et là, si vous voulez, elle va commencer à dessiner ces tables, ces tables qui sont encore produites. Hein, elles sont, vous pouvez les acheter à La Réunion, elles existent. Elle va dessiner ce fauteuil, on va revenir dessus, cette chaise longue, ces chaises pivotantes. Vous voyez, c'est elle qui va dessiner tout ça. Aujourd'hui, quand vous achetez ce matériel ici à La Réunion, vous voyez que le nom, c'est Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. Mais ça, ce n'était pas le cas en 1929. C'est-à-dire qu'en 1929, ce n'était que Le Corbusier. Et à partir de là, vous voyez Le Corbusier qui est à côté d'elle, il la met en avant, évidemment, puisque c'est elle qui a produit. Hein. Vous avez Pierre Jeanneret qui est derrière. Et on voit que ce trio semble bien s'entendre parfaitement. La Fondation Louis Vuitton avait complètement reconstitué tout cela avec une invention qui est absolument remarquable de la part de Charlotte Perriand. C'est dans un appartement, au lieu de construire des cloisons, on installe donc du mobilier qui est un mobilier de changement qui fait office de cloison. Ce mobilier a la possibilité, soit, vous voyez, il est en inox, soit en bas de faire un rangement que l'on veut cacher, soit en haut de faire un rangement qui peut s'ouvrir des deux côtés. C'est-à-dire ça peut servir comment de passe-plat, mais ça peut s'occulter. Si bien que dans cet ensemble, vous avez ce salon de réception avec ce table à manger, et puis vous aviez de l'autre côté la chambre, voyez, qui est juste occultée par cette cloison que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est là. Voilà. On n'a pas le... Tiens, non, la souris, ça ne marche pas.
Bon, en tout cas, vous voyez, ça c'est l'arrière donc de ce que l'on a vu sur le slide d'avant, hein. Vous voyez, sur ce slide, vous avez les séparations et de l'autre côté, vous avez le lit. Et le lit, vous voyez, donne directement dans la salle de bain qui est juste derrière. Oui, ça suppose une vie d'intimité quand même, hein. Bon, voilà. Mais vous voyez que cet ensemble est résolument contemporain et tout est fait pour que ça soit réalisé en usine. C'est-à-dire que ça devienne quelque chose de très populaire, sauf que la population n'est pas prête à habiter des immeubles qui sont meublés de cette façon-là. Donc, ça va être une population finalement assez aisée qui va se payer ce mobilier de Charlotte-Perriand. Et pour elle, ça représente un espèce d'échec puisqu'elle voulait que ça soit finalement pas très cher. À partir de là, si vous voulez, elle commence à réfléchir et à se dire, bon, voilà, j'ai fabriqué ces deux modèles. Je voudrais bien quand même que mon nom apparaisse quelque part. Et là, Le Corbusier lui dit, bah, soit vous acceptez ça, soit c'est la porte. Et elle ne met pas 5 minutes à réfléchir, parce qu'elle pense que Le Corbusier est persuadé qu'elle va rester. Elle dit, ben, dans ce cas-là, c'est la porte. Mais c'est la porte avec un procès. Et ce procès, elle le gagnera qu'en 1985. Vous voyez la pugnacité de la jeune femme. C'est-à-dire que le procès commence en 30 et elle le gagne en 85. Mais aujourd'hui, on est obligé de mettre Le Corbusier, Jeanneret, Perriand. Donc, il ne faut jamais se décourager, hein. Mais là, c'est quand même... moi, j'ai vu des procès, mais 50 ans de procès sur un nom de marque, c'est quand même assez incroyable. Et dans cette bataille, elle décide, elle, de continuer à produire, mais sans lui, et elle va produire donc ce mobilier, et elle va produire un mobilier qui va s'appeler uniquement Charlotte Perriand, puisqu'elle est libérée donc de l'entrave de Le Corbusier. Et à partir de là, si vous voulez, elle dit à Le Corbusier, qui est incapable de dessiner des meubles, il faut le dire quand même, si vous voulez mes meubles, ok, mais on fait un contrat et c'est des meubles Charlotte Perriand. Et Le Corbusier, qui est quand même qui n'a personne dans son atelier pour dessiner les meubles, qu'il a envie de Charlotte Perriand, et tout le monde est solitaire d'elle, eh bien, est obligé d'accepter les conditions. C'est-à-dire que ce qui était pour elle un handicap incroyable, c'est de quitter quand même la plus grosse agence de France et une des plus grosses agences du monde, eh bien, va se retourner à son avantage. Et à partir de là, elle va dessiner le mobilier pour la Villa Savoie, pour le refuge de l'Armée du Salut, pour le pavillon suisse, pour la Cité internationale. C'est-à-dire toutes les constructions tous les contrats que va avoir Le Corbusier, eh bien, ils vont être meublés par Charlotte Perriand. Elle va s'intéresser également à ce problème dont je vous avais parlé sur la misère de Paris, sur l'urbanisme. Et elle a cette phrase en rentrant à l'Union des artistes modernes, l'art moderne véritablement social. C'est-à-dire qu'elle est convaincue alors elle est proche du Parti communiste à cette époque-là, Aragon, Romain Rolland, André Lursa, tout ça sont des membres du Parti communiste, et elle va réaliser ce qu'on vous demande de faire quelquefois, c'est-à-dire un grand photomontage monumental. Mais vous voyez, j'ai photographié des gens devant pour que vous ayez la dimension de ce photomontage. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle imagine un photomontage, vous voyez, chaque fois qu'elle imagine une œuvre, elle l'imagine dans des dimensions dans lesquelles le corps se déplace. Elle n'a jamais l'attitude que ce soit le corps qui se penche sur un objet. C'est le corps qui doit contourner l'objet, la création.
Et c'est ça qui était très important dans ce travail. Elle va faire un travail aussi très proche du Bauhaus allemand sur le sport. Elle va travailler donc avec Fernand Léger, qui lui quand même est moins machiste que Le Corbusier et qui va lui proposer de travailler sur l'exposition internationale de 1937 avec son nom, c'est-à-dire qu'il y a le nom de Fernand Léger et il y a le nom de Charlotte Perriand, hein, alors que Le Corbusier lui avait proposé de travailler à l'exposition universelle dans son atelier, mais sans mettre son nom, une fois de plus, hein. Donc, elle va travailler avec Fernand Léger à ce moment-là. Elle va sentir que, franchement, elle a besoin de prendre l'air, hein, parce qu'avec tous ces machos qui l'entourent, elle commence à saturer un petit peu. Et là, elle va découvrir la montagne. C'est un petit peu notre mafat à nous, hein, si vous voulez. Quand on en a un peu ras-le-bol, on prend un sac à dos et on monte là-haut. Et ça libère un peu l'esprit. Ben, c'est ce qu'elle va faire. Et là, elle va trouver dans la montagne la force de l'alpinisme, l'endurance, le fait qu'il ne faut pas lâcher, le fait que le danger est là, mais que l'on continue, qu'on persévère. Voilà. Ça va être des données essentielles dans son travail. Et elle va commencer à découvrir la photographie de paysage. Et à travers cette photographie de paysage, elle va s'apercevoir que en isolant certains objets dans le paysage, eh bien, elle va pouvoir trouver des formes qui sont proches de la modernité. C'est souvent ce qu'on vous demande dans le paysage, hein, c'est en tant qu'artiste d'arriver à isoler, hein, ce qui vous intéresse, ce qui intuitivement vous captive. Et à partir de là, vous voyez, ça c'est des photos qu'elle réalise, mais elle va réaliser, vous voyez, des photos comme celle-ci. J'aime beaucoup, hein, cette vertèbre de poisson qu'elle va photographier sur un fond neutre, fond sombre, hein. J'en ai parlé ce matin avec les L1, l'importance de savoir photographier une sculpture. Et à partir de là, si vous voulez, elle va dire l'art est dans tout. Un geste, un vase, une assiette, un verre, une sculpture, un bijou et une manière d'être. Donc, vous voyez, là, elle est d'un avant-gardisme tout à fait étonnant, hein, c'est-à-dire cette idée que tout peut être art et c'est le regard qui fait l'art, ce n'est pas l'objet que vous avez. Et elle va donc décliner cela avec des objets qu'elle va isoler qui ne sont pas des sculptures. On pourrait prendre le terme de ready-made. Vous voyez, par exemple, là, c'est un... il aurait fallu que je... Bon, c'est en forêt de Fontainebleau. C'est simplement de la glace. Elle a pris cette glace, ce morceau de glace en forêt de Fontainebleau et elle l'a pris tel quel. Et vous voyez, elle a posé les mains comme ça devant et c'est Jeanne Rey, qui est son seconde mari à cette époque-là, qui va faire les photos d'elle de ces objets. Vous voyez encore un objet. Là, on la voit en ombre chinoise qui est posée. Vous voyez, il est simplement déplacé, hein. C'est vraiment le principe du Champia, hein. C'est-à-dire que vous prenez la forme, vous la déplacez et tout d'un coup, ça devient autre chose, quoi. Voilà. Donc ça. Et puis, elle va s'intéresser à ce que beaucoup d'artistes abstraits ne voient pas dans le paysage, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle dit un paysage de montagne, un paysage de mer, ça n'existe que par la force des hommes qui le façonnent. Et donc, elle va photographier donc, ce monde paysan, ce monde de pêcheurs, et elle va regarder comment ils vivent. Et cet artisanat vernaculaire, hein, c'est-à-dire ces objets que ces paysans fabriquent alors qu'ils ne sont pas menuisiers, qui ne sont pas artistes, eh bien, elle va regarder et elle va se demander pourquoi ils font ces formes-là.
Et à partir de ce regard sur le côté très pratique, vernaculaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas été à l'école pour apprendre à faire ces objets, eh bien, elle va en déduire des principes qui vont lui permettre de réaliser des objets. C'est-à-dire que c'est à partir des créations d'autres qu'elle va redessiner, hein, et qu'elle va retransformer pour faire ses propres créations. Hein. Donc, tout se recycle. Tout ce que vous voyez, ça se recycle. Vous photographiez, vous collectionnez, vous accumulez, et avec ça, peut-être un jour, vous allez faire quelque chose. Voilà. Mais l'important, c'est le regard. Ensuite, là, elle est amoureuse de Pierre Jeanneret, aux grandes dames de Le Corbusier. Jeanneret, c'est le cousin de Le Corbusier. Alors qu'elle sorte avec le cousin de Le Corbusier, vous comprenez que Le Corbusier, il a un peu les boules. Hein. Ça le dérange un petit peu. Mais elle, donc, elle dit, je suis là avant tout pour cultiver le bonheur. Et c'est toujours comme ça que je m'en suis sorti. Donc, cet optimisme, si vous voulez, à toute épreuve, est aussi quelque chose qu'il faut retenir dans la leçon de Charlotte Perriand. Parce que quand même, regardez dans quel monde elle vit. Vous voyez, vous avez Fernand Léger, vous avez Le Corbusier, vous avez Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand. Vous voyez, elle essaie de se glisser entre les deux, mais elle n'a pas de place pour s'asseoir. Hein. Voilà, hein, c'est comme ça. Eux, ils sont là, ils ne se posent même pas la question où Charlotte Perriand va pouvoir s'asseoir. Hein. Ils sont là pour poser sur la photo. Voilà. J'aime bien cette photo parce qu'elle en dit très très long. Et vous voyez, c'est la seule qui a le sourire et qui se glisse entre les deux grands maîtres, Léger et Le Corbusier. Et elle dit, j'ai ma place là. Voilà. Mais il faut jouer des coudes pour avoir sa place. Voyez. L'année suivante, elle va effectuer ce voyage au Japon. Là, j'ai préféré ne pas mettre d'image parce que là, c'est une rupture totale. Hein. C'est vraiment, elle change de monde. Elle oublie toute la société occidentale et elle va découvrir une autre manière de vivre, de s'asseoir, de manger, de dormir. Hein. Tout cela, elle va être pour elle une espèce de page blanche qui vont profondément la changer dans ce contact avec une autre culture. Hein. Donc, ça, c'est son voyage Erasmus. Elle renouvellera ce contact avec les autres cultures, notamment au Mexique et au Brésil, en Amérique du Sud, avec son troisième mari, donc, qui est chef d'agence Air France et qui va l'amener de capitale en capitale. Bah oui, il vaut mieux, hein, tant qu'à se marier la troisième fois, il vaut mieux prendre quelqu'un qui voyage. Donc, elle va se présenter donc, en 1935, avant de partir au Japon. Elle va présenter à Bruxelles la maison d'un jeune homme, vous voyez, avec des peintures de Fernand Léger. Vous voyez ce côté très pratique, très sobre, et là-dedans, donc, salle de sport, hein, qui est toujours présente, la culture du sport. Et vous voyez le siège, là. Vous voyez, c'est un siège en paille et en bois. D'où il vient, ce siège? De ce qu'elle a vu chez les paysans dans la montagne. Et elle en a déduit quelque chose qu'elle a retravaillé. Vous voyez. Et on dirait, ah bon, mais Charlotte Perriand, grande créatrice de mobilier d'avant-garde, voilà, il y a ça aussi. Donc, il ne faut jamais avoir peur, à un moment, de se remettre en question, de douter et de repartir sur autre chose. C'est ça la grande leçon de Charlotte. Elle va aller au Japon, donc vous voyez ce genre de formes qui vont être évitées, très proches donc de l'art japonais, avec Noguchi dans les années 50. Mais surtout, elle va
retravailler ces formes qu'elle avait déjà réalisées donc, en Europe, et elle va les retransformer par rapport aux matériaux qu'utilisent les Japonais. Et là, bon, alors ça deviendra aujourd'hui une collection de meubles outdoor, mais vous voyez, elle est une des premières à dire le bambou, voilà ce que les Japonais travaillent, eh bien moi je vais retravailler le bambou. Donc elle se remet tout en question par rapport à cette fameuse chaise basculante qui est en tubulure d'acier. Elle va enlever tout l'acier, elle va enlever tout ce qui est cuir, tout ce qui est occidental, et elle va retravailler donc sur cette chaise à bascule qui est tout aussi confortable que l'autre. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis dans ces fauteuils. Moi, en général, au bout de 10 minutes, je dors là-dedans. C'est soporifique parce que votre corps est complètement en équilibre. Vous avez une espèce d'apesanteur. Vous voyez, ça glisse jusqu'à ce que votre corps trouve son parfait équilibre. Donc, vous êtes pratiquement avec un poids complètement annihilé. Et bon, voilà, très très bel objet. 12 lattes, un berceau, et c'est tout. Voilà. Pourquoi aller chercher midi à 14 heures À la fondation Louis Vuitton, donc, ils ont les moyens, puisqu'ils ont reconstitué complètement un atelier qu'elle avait créé donc, au Japon. Et ils ont repris ce qu'elle disait à cette époque-là, ébloui par la beauté des visages, des paysages, de l'habitat, fasciné par le savoir-faire traditionnel, par les coutumes, plus attentive au vide qu'au plein, ou au peu qu'au trop, l'harmonie entre l'architecture et la vie, elle tombe très vite amoureuse de l'âme japonaise. Voilà. Souvent, quand vous faites des accrochages, vous accrochez votre peinture au mur, et c'est rare que vous posiez la question de tout ce qu'il y a autour de vide. Charlotte Perriand nous a appris à réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est finalement le vide qui est autour de l'œuvre qu'on accroche qui finalement va permettre de regarder l'œuvre. Elle dit, sans le vide, on ne peut pas regarder la pièce. Vous voyez, elle a une démarche qui maintenant commence un petit peu à rentrer dans vos têtes quand vous faites vos accrochages de suivi collectif, mais qui a mis du temps, parce que vous voulez qu'il y en ait toujours, vous êtes toujours à bloquer un petit peu les espaces. Vous voyez, avec Charlotte Perriand, au contraire, on a quelque chose où le less is more, pour reprendre. Alors, avec son mari, donc, elle rencontre à... D'accord. Bon, on va se le faire entre nous. Voilà. Vous voyez les bacs de rangement pour vos chaussettes et vos culottes. Elle a réglé la question. Elle a pris des bacs. Vous savez ce que c'est, ces bacs-là? Voilà, c'est des bacs photos. C'est des bacs photos qu'on prend dans les chambres noires. Elle a dit, mais ces bacs-là, on met le révélateur, mais ça peut servir aussi pour mettre des culottes dans un... Et donc, elle a mis 2 tringles et on tire donc le bac. Et après, elle dit, on peut choisir les couleurs, on peut choisir les profondeurs, on peut choisir, voilà. Donc, elle fait un... Ah, d'accord. Donc, c'est bon.
C'est bon, je peux y aller? D'accord. Voilà, donc vous voyez des solutions toujours très simples, hein, toujours et qui sont finalement assez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'agence Air France? Évidemment, son mari est le patron de cette agence, donc il lui passe des commandes. Vous voyez encore, donc. Qu'est-ce que ça nous dit de Charlotte Perriand? Ben, ça nous dit que finalement, euh, elle nous dit les formes existent. Et les formes, elles sont là, elles sont autour de vous. Le problème, c'est que ces formes-là, il faut en faire autre chose que l'utilisation qu'on en a habituellement. Il faut réfléchir par rapport à ces formes sur comment on peut les faire transiter. Voilà. Et c'est finalement ce qu'on vous demande en imagination, c'est-à-dire que quand vous êtes devant des objets, des formes, on vous demande souvent de les photographier, de les mettre en vidéo, mais en réalité, dans votre tête, bah, ce n'est pas tellement de les mettre dans cette évidence-là, c'est de leur trouver une nouvelle forme. Vous voyez que ces coussins qui sont là, notamment le dossier que vous voyez là, au départ, ce n'était pas prévu pour être un dossier. L'assise, elle n'était pas prévue pour être une assise comme cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement relevé les pieds de devant, abaissé les pieds arrière, et ce qui était au départ simplement un carré de mousse est devenu un fauteuil où l'on peut s'enfoncer. Vous voyez, c'est simplement ce petit décalage qui introduit donc voilà. Alors là, elle a fait un truc incroyable. C'est avec Sonia Delaunay. Elle a pris des planches en bois. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Ce sont des planches. Alors, au départ, c'était du contreplaqué. Après, ça a évolué. Et entre ces planches, elle s'est dit, c'est le truc qui est toujours embêtant quand on a une bibliothèque, c'est que vous avez des livres qui ont une différente hauteur. Comment arriver à faire tenir dans une bibliothèque des livres alors que tous vos livres n'ont pas la même hauteur? Mais quand vous allez chez un bibliothécaire, vous voyez que tous les rayonnages ont la même hauteur. Et bien, elle a dit, je vais demander à un ferronnier de faire, vous voyez, ce que vous voyez en noir ici, en métal laqué, et de le faire de différentes hauteurs. Tout cela est démontable, c'est-à-dire qu'elle invente IKEA avant l'heure. Vous pouvez refaire votre bibliothèque suivant les hauteurs que vous avez envie d'avoir. Si vous avez des grands livres, bah, on met plus haut. Si vous avez des petits livres, des livres de poche, on met un peu plus bas. Voilà. Et c'est vous qui adaptez votre bibliothèque à votre collection de livres et non pas le contraire. C'est-à-dire que vous achetez une bibliothèque, puis après vous dites, bon, alors maintenant, il va falloir que je mette des livres dedans. Voilà. Non, vous voyez, c'est un esprit complètement différent. Voilà. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Hein. Bon. Je vise personne ici. Bon, voilà. Bon, mais il y a un côté asymétrique, c'est que ça devient complètement entre ce noir, ce blanc, ce gris. Eh bien, elle dit, on peut le mettre en hauteur et je vais appeler cette bibliothèque nuage parce que ça a la forme d'un cumulus comme ça. Voilà. Voyez. Encore d'autres bibliothèques ici. D'autres bibliothèques. Celle-là, j'aime bien. Hein, c'est le même nuage que ça. Hein, voyez, qui devient ça. Donc chaque fois, il y a une possibilité, potentialité de décliner la forme, de la réinvestir et de la repenser. C'est toujours la même bibliothèque, c'est jamais la même bibliothèque. Le matériau de base est toujours le même, hein, voilà, mais on voit autre chose. Voilà. Et puis ensuite, comme elle aime profondément la montagne, eh bien, elle va être contactée par un promoteur immobilier qui vient d'acheter donc un domaine skiable. À l'époque, les domaines skiables, on commence à faire du ski en Europe.
et il va lui demander de réaliser donc du mobilier. Et elle lui répond moi, je réalise le mobilier que si je réalise l'ensemble de l'architecture. Le type, il dit, c'est pas le même prix. Bon, d'accord. Mais si vous voulez, elle a le culot de le faire, quoi. Et elle lui explique, en réalité, on peut mettre du mobilier moderne, mais dans des immeubles qui ne sont pas modernes, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous voyez, toujours, elle pousse le bouchon un peu plus loin, quoi. Et là, elle dit, l'idéal, c'est que les gens, quand ils sont à la montagne, ils ne voient que la montagne. Donc, elle dit, je veux bien participer à cet équipement de la station balnéaire des Arts, mais aucune voiture. Donc, tous les gens viennent en téléphérique. Donc, vous voyez, on est dans les années 60. Hein. Vous avez vu à La Réunion ce que veut dire un téléphérique. On en parle depuis 30 ans. Hein. On n'a toujours pas vu l'ombre d'or. Donc, elle oblige donc ce promoteur et c'est un succès, évidemment, tout de suite. Donc, voilà, ils sont trois, hein, c'est simple. Hein. Il y a Roger Godinot qui est au centre, c'est le promoteur. Bernard Taillefer, bon, elle a besoin d'un ingénieur hein, parce qu'elle elle est nulle en calcul sur ce genre de truc. Et elle prend Bernard Taillefer. Bernard Taillefer, c'est celui qui a construit le Parc des Princes à Paris. Donc, bon, ça va, quoi. Il s'y connaît quoi, en portée, en porte-à-faux. Et donc, ils sont tous les trois, et tous les trois, ils vont construire ensemble, avec les artisans qui vont travailler, mais toute une station, hein, toute la station de ski des Arcs, avec cette obligation qui est donnée par Charlotte Perriand, c'est que tous les appartes donnent sur la montagne. Il n'y a pas de vis-à-vis, voyez. Enfin, il y a des vis-à-vis, mais qui sont assez loin. Et évidemment, elle dessine le mobilier qui est à l'intérieur. Vous voyez, un mobilier extrêmement simple, qui est une reprise de ce mobilier des montagnards qu'elle avait vu dans les années 30. Voilà. Donc, si vous allez faire du ski, allez plutôt aux Arcs. Hein. Et puis, je vais terminer par ça, parce que ce n'est pas la peine de parler trop longtemps de Charlotte Perriand. Quelle heure est-il? Ouais, c'est largement suffisant, 50 minutes. C'est le pavillon de thé. Voilà, c'est une. Alors, on peut dire, est-ce que c'est encore une architecture? Oui, parce qu'on y vit à l'intérieur, mais c'est simplement, vous voyez, la maison de thé, c'est une de ses dernières œuvres. Vous voyez, on est en suspension, on est posé comme ça, on s'assoit en tailleur, et il y a des pas japonais pour vous amener le thé, et vous êtes abrité uniquement par des bambous. Vous voyez, ces bambous qui sont tendus, et de ces bambous, il y a une toile qui descend, qui est tendue sur les mâts des bambous. Donc, vous avez une tension en haut, une tension au niveau du tronc, hein, en haut des bambous qui tiennent le haut de la toile, vous voyez. Et puis, une tension qui revient, vous voyez, la façon dont on a les attaches, là. Et c'est cette tension, vous voyez, le bambou, c'est souple, hein, et cette tension du bambou qui crée la tension de la toile. Bon, c'est calculé, super. Mais il n'empêche que ça marche. Il n'y a pas un clou, hein. Il n'y a pas un coup de marteau à donner, rien. Bon, moi, je trouve que là, il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est extase. Voilà. Merci de votre attention.